Aujourd'hui, Serge Bouchard raconte Donnacona. À cette époque, l'Atlantique Nord au large de Terre-Neuve a vu de nombreux bateaux sur ses eaux, entre autres ceux des Vikings, des Français, des Basques, des Portugais, ceux de Caboto, Corte-Real et de Verrazzano. Nous sommes aux alentours de 1530. C'est l'époque des conquistadors et du massacre des Indiens des Amériques. L'Empire inca s'écroule, Pizarro assassine le dernier empereur, Atahualpa. Les Espagnols s'avancent aussi sur le fleuve qui portera le nom d'Amazone, car partout ils doivent combattre guerriers et guerrières aux cheveux très longs, d'où le nom Amazone. La tomate aztèque, dite tomatl, la patate et le chocolatl sont introduits en Europe. Mendoza établit une colonie qui deviendra Buenos Aires. L'explorateur Magellan est assassiné sur une plage des Philippines par des indigènes. Rabelais rédige Pantagruel. François Ier de France encourage le développement de l'imprimerie et des livres. Et, en 1534, Michel de Montaigne est un tout petit bébé d'1 an. Transportons-nous justement à l'été 1534, alors que dans la baie, qui deviendra la baie de Gaspé, va se produire un événement mémorable. Au mois de juillet de l'année 1534, Donnacona est à la pêche dans une baie qui va devenir bien sûr la baie de Gaspé, mais qui s'appelle la baie d'Onguedo. Il n'est pas seul, il est avec 200 de ses compatriotes à la pêche au maquereau. C'est un voyage à l'extérieur de son pays. En fait, Donnacona et ses compatriotes sont des Iroquois. Ils ne vivent pas dans la baie, ni en Gaspésie, ni dans le Golfe. Ils vivent dans un pays qui s'appelle le Canada. En iroquois, Canada veut dire village de cabane. Ce pays, Canada, va de l'île aux Coudes à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Et c'est là qu'est le pays de Donnacona, qui est un Iroquois, donc on pourrait appeler Iroquois canadien. Ils vivent, les Iroquois, dans des villages. Ce sont des villageois, avec des maisons. Et ce ne sont pas des nomades. Ils vont pas se promener à gauche et à droite avec des tipis, des tentes dans le bois. Ils cultivent le blé d'Inde, des citrouilles, des courges et des fèves. Donnacona, lui, il vient d'un village qui s'appelle Stadacone, qui est aujourd'hui la ville de Québec. Mais il y a plusieurs villages iroquois dans le pays du Canada. On sait qu'il y a Stadacone. Il y a aussi d'autres villages, Ajoast, Starnatam, Taya, Citadine, ça c'est curieux, hein? Citadine, Tegenonde et Achelassie, et puis bien d'autres. Et Donnacona, lui, il vient de Stadacone. Et là, ils sont à la pêche dans la baie d'Onguedo. Ils sont partis donc en canot, très très loin de chez eux. Ils ont longé la côte sud. Et ils font ça chaque année. Manière de sport extrême. De Stadacone à Onguedo, là, c'est quand même un bon voyage qu'ils font eux autres en canot. Mais ça vaut la peine. Donnacona est donc là. C'est un Iroquois de 55 ans, c'est un chef. C'est un chef héréditaire. Ça veut dire qu'il a reçu des mères de clan iroquois une fonction de chef. Et il est chef parmi de nombreux chefs. Peut-être qu'il y en a 40 chefs au pays du Canada. Lui, il est un des chefs, originaire de Stadacone. Il est à la pêche, il est vêtu d'une peau d'ours noire, imaginez. Donc, il est beau, hein, il est en forme, il a une peau d'ours noire. Il est chauve, c'est-à-dire pas chauve, il est rasé, complètement rasé, sauf une touffe sur le dessus de la tête. C'est un homme qui, pour être chef héréditaire, doit être un bon voyageur, c'est un diplomate, un guerrier. Il a beaucoup d'éloquence, il parle très très bien, belle prestance, charismatique. En juillet 1534, imaginez cet homme, parmi les siens et avec les siens, à la pêche au maquereau. Un jour, dans la baie, apparaît un bateau. C'est la première fois que Donnacona voit un bateau.
mais il les connaît. Il en a sûrement entendu parler et il ne peut pas ignorer les faits suivants. Bon, Christophe Colomb, bien sûr, il n'a pas entendu parler, c'est trop loin, c'est dans les Caraïbes, c'est dans le sud, c'est 1492, puis il était petit bébé. Mais, en 1501, il ne peut pas ne pas savoir, et on lui a rapporté la nouvelle, que des étrangers en bateau avec des voiles, des gens qui ont la peau blanche et des barbes noires ou des barbes grises, puis drôlement accoutrés d'ailleurs, avec de drôles de chapeaux puis de drôles de manières, mais surtout qui ont du métal, surtout qui ont des couteaux, qui ont des haches, qui ont des marmites, puis qui ont des tissus curieux, très colorés. Ces bateaux sont venus dès 1501, en fait c'est venu avant, parce qu'en 1497-98, Giovanni Caboto s'est présenté dans le Golfe et a voyagé dans le Golfe et rencontre des indigènes sauvages. Donc ça a dû quand même, c'était une grande nouvelle ça, dans le Golfe du Saint-Laurent et dans le Saint-Laurent. En 1501, Gaspard Corte-Real, lui, a fait un gros coup. Il s'est présenté sur la côte nord, Labrador. C'est un Portugais qui travaille pour le compte du Portugal. Il s'est présenté au Labrador. Il a enlevé, kidnappé 60 montagnais Inuits. C'est pas un détail, là. Il les a emmenés en Europe et les a revendus comme esclaves. Peut-être que Donnacona est au courant de ces grands faits. Ça s'est passé donc 33 ans avant cet été dans la baie d'Onguedo. Il n'est pas sans savoir que les Français sont dans les maritimes depuis 1504, que les Français sont établis à Terre-Neuve et sur la côte depuis 1506, et que déjà des indigènes ont été ramenés en France depuis 1508. Tout ça fait que pendant 30-40 ans, des objets de métal, des couteaux, des haches, circulent, s'entre-échangent entre plusieurs nations. Et le Donnacona, même s'il est de Stadacone au Canada, sûrement vu des couteaux et des haches en provenance des Inuits, les montagnais, ou des Inuks, qui sont les Micmacs. Et les Micmacs et les montagnais et les Béotucs sont les premiers à avoir des contacts donc avec tous ces gens-là. Et puis de toute façon, en résumé, depuis 1500, il y a des pêcheurs partout et des centaines de bateaux européens dans le golfe du Saint-Laurent. Et ça, Donnacona le sait. Il les a jamais vus. Et là, cet après-midi-là, du mois de juillet 1534, il a levé les yeux. Il a vu un bateau. Là, il devait être extrêmement angoissé. Angoissé en même temps qu'intéressé. Là, il veut voir ces bateaux de près. Il va avoir accès à la source de métal. Ce qui fait que Donnacona, au mois de juillet 1534, rencontre pour la première fois les Français. Jacques Cartier, dans les années 1520, 25, Jacques Cartier est un personnage mystérieux. C'est un malouin, c'est un marin. Il semble être très bon marin et il fait partie d'un monde maritime, de toute façon, les marchands de Saint-Malo, les marchands de La Rochelle, les marchands de Rouen, de Dieppe, etc. Mais lui est de Saint-Malo. Il a navigué, on est à peu près certain qu'il a été en Amérique du Sud, qu'il a navigué au Brésil, on est à peu près certain de ça. Certains historiens prétendent qu'il était des voyages de Verrazzano, cet Italien qui voyageait pour le compte du roi de France, 1524, 10 ans plus tôt, il serait venu déjà. Certains disent même que c'était un ancien pêcheur. Peu importe. Avant 1534, notre ami Jacques Cartier est déjà considéré comme un marin d'expérience. Il a 43 ans en 1534. Et là, il va se voir confier, lui qui a beaucoup voyagé, qui est un bon pilote, explorateur, il va se voir confier une mission particulière pour le compte du roi de France. Donc, Jacques Cartier n'est pas un commerçant. Il vient pour cette chimère qui est la recherche de la Chine, la recherche de l'or, de l'argent, du diamant, et toutes les grandes chimères européennes de l'époque. Il vient pour donner à la France ce que la France n'a pas, ni Angleterre d'ailleurs, mais ce que l'Espagne possède, c'est-à-dire l'Amérique du Sud remplie d'or et d'argent, puis toutes les richesses d'Amérique du Sud. On cherche toujours la grande richesse du Nord, de l'Amérique septentrionale. Jacques Cartier va quitter Saint-Malo.
il s'en vient, il traverse l'Atlantique Nord. Il ne semble avoir aucun problème, il connaît la route. Et là, je penserais bien, avec beaucoup d'autres, que la première partie de son voyage ne pose aucun problème. La route était connue en 1534. Il s'en va directement à Terre-Neuve. D'ailleurs, quand il arrive à Terre-Neuve, il y a 60, 100, 120 bateaux qui sont déjà là. On dit souvent Jacques Cartier, découvreur du Canada, on l'imagine dans des terres inconnues. Mais pas du tout, il est sur une route connue et achalandée. Et il va passer au nord de l'île de Terre-Neuve. Il s'engage dans le détroit de Belle-Île, si vous visualisez dans vos têtes la géographie. Et là, il est sur la côte nord, quelque part, entre Blanc-Sablon, La Romaine, Mouskoiro, Harrington-Harbor et jusqu'à Natashquan. Sur les rives, il y a des Indiens, qui sont en fait les ancêtres des Inuits, les montagnais Inuits, qui tentent de le séduire, de l'appâter avec des grandes perches d'épinettes noires, puis ils mettent des fourrures sur le bout, puis ils essaient d'appâter donc Jacques Cartier. C'est la grande séduction. À Harrington-Harbor. Et on essaie de faire atterrir Cartier, qui n'atterrira pas. Car Cartier est très nerveux. D'abord, il est très préoccupé par sa navigation, puis ils sont obligés de mesurer toujours. Puis enfin, il est très concentré, mais aussi parce qu'il a peur des indigènes, puis parce que c'est pas un camp. Et il y a le mépris du pays, déjà. Déjà, il y a le mépris du pays. Il commence à dire, c'est vraiment pas impressionnant, c'est juste des chicots, c'est une sorte de pays maudit, et c'est là qu'il va écrire cette phrase célèbre. C'est certainement la terre que Dieu donna à Caïn pour le punir d'avoir tué son frère. Il va continuer son chemin, il va traverser le golfe, d'Anticosti, il va s'en aller en direction sud, et finalement il aboutit à la baie, qui s'appelle aujourd'hui la baie des Chaleurs. On sait pourquoi il dit la baie des Chaleurs. Il faisait très chaud, on est en juillet. Il est convaincu que ça pourrait être le passage, le grand passage vers l'Asie. Il s'engouffre dans la baie des Chaleurs avec les bateaux, il va finir ça en barque, pour finalement, bien sûr, réaliser qu'il arrive à Matapédia. Bon, il n'était pas en Chine, il était à Matapédia. Il est obligé de revenir sur ses pas. Et tout, il constate qu'il y a des Indiens partout, les deux côtés de la baie. En fait, ces Indiens sont les Inuits, qui vont devenir les Micmacs, des Français et des Anglais. Et il est dans un pays, sans le savoir, qui s'appelle le Mi'kmaq, le grand pays des Micmacs. Il y en a partout. Ils sont très, très, très nombreux. Et ils veulent, comme les Inuits, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent négocier, aller ces bateaux, échanger. Mais là, Jacques Cartier se sauve, il arrête pas. Mais à un moment donné, il y a une trop grande concentration. Et puis il va devoir... On parle là, de plusieurs centaines de canaux. Et c'est à Port-Daniel là, qu'il va avoir son premier contact. Il est très, très nerveux. Tellement nerveux que ça va mal se terminer dans un sens, puisqu'il va se sauver. Il va finir par se dire, ils sont trop grouillants, ils sont trop chapardeurs, ils sont partout ces bateaux, il comprend pas, puis ça l'intéresse pas de toute façon. Il quitte, il se sauve. Et il s'en va, puis là, il se retrouve à l'île de Percé, au rocher Percé. Et il veut doubler cette pointe qu'est la Gaspésie. Une tempête se lève. Après des vagues de chaleur, grosse dépression, gros orages, vent, terrible, vagues, il est plus capable d'avancer. Il est un peu mal pris d'ailleurs, dans le coin de Percé, l'île de Bonaventure. La vague est un peu forte, il cherche un havre. Désespérément, et pendant 2 jours, il va se battre pour sortir de la région de Percé puis rentrer dans cette baie qui s'appelle la baie d'Onguedo.
pour aller chercher refuge. Et c'est là qu'il arrive, au mois de juillet 1534, et il rentre dans la baie. Et là, c'est le face-à-face historique entre Jacques Cartier et Donnacona. Donnacona est avec 200 de ses compatriotes, une cinquantaine de canots, donc c'est assez remarquable. Et là, ils vont se regarder, surpris les uns les autres, et chacun intéressé. C'est-à-dire, Cartier pas tellement intéressé, mais Donnacona très intéressé à visiter ses bateaux et à faire l'échange. Alors, les Iroquois vont monter sur les bateaux, recréer l'excitation de l'échange, prendre des tucs rouges, des couteaux, des marmites, puis en même temps donner des choses. Ils savent comment ça marche. Mais la tension est grande. Et vous savez que Jacques Cartier va descendre à terre, va à cette occasion ériger avec ses charpentiers, va couper des gros arbres. Il coupe 3-4 gros arbres. Mais il fait une croix. Et il met les armoiries de la France, puis il fait une déclaration solennelle. Ça va irriter hautement Donnacona. Et dire à Jacques Cartier que cette croix est inacceptable, qu'il n'a pas le droit de faire ça, qu'il n'a pas le droit de planter une croix, qu'il n'est pas chez lui, c'est un étranger. On veut bien faire commerce, on veut bien être amis, on veut bien commercer, mais là, tu ne vas pas commencer à couper des arbres et à faire des croix. T'es pas chez vous. Jacques Cartier est toujours épeuré et aussi, d'une certaine façon, de mauvaise foi. Va faire ce que tous les pilotes faisaient, par tradition, va kidnapper, par ruse. Donnacona se présente au bateau en canot, puis là, il est prudent, il veut pas monter dans le bateau, puis il a sa fameuse peau d'ours noir, mais est avec ses 3 fils et son frère. Et à la fin de cette rencontre, Jacques Cartier va finalement kidnapper 2 de ses fils. Qui vont passer à l'histoire. Domagaya Tegnouagny. Deux fils qui devaient avoir imaginez, là, 18 ans, 17 ans, les jeunes. Il lève l'ancre, s'en va en France. Donnacona s'en retourne, nous ne pouvons qu'imaginer ce qui a pu se produire par la suite dans les discussions et dans les échanges. C'est un grand événement. Donnacona revient avec les siens vers Stadacone. Il rapporte du métal, il rapporte des tissus, mais il rapporte surtout la grande nouvelle qu'il a rencontré directement les étrangers en bateau. Et la triste nouvelle qu'il a perdu ses 2 fils qui ont été kidnappés et l'espoir que probablement ils vont revenir et qu'il y a des possibilités commerciales qui s'ouvrent. Tous ces faits se sont passés durant l'été 1534. Away, 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 Alors, on peut imaginer que Donnacona a passé l'année à parler à des gens. C'est un chef parmi de nombreux chefs. Il est en contact avec bien des gens. Ils ont dû avoir plusieurs réunions. Il a dû raconter, faire rapport. En fait, il fait rapport à tous ces gens du Canada. J'ai rencontré cet été les étrangers avec leur bateau. On a commencé à échanger. Le bonhomme s'appelle Cartier, pas de l'air trop sympathique, il est nerveux, il rit jamais. Il a pris mes fils, puis il a dit qu'elle allait revenir. Alors là, on se prépare, il faudrait peut-être s'organiser. Et là, il y a un plan. Et on n'a jamais donné le crédit. De toute façon, on ne fera jamais donner le crédit aux Premières Nations, aux Indiens, d'avoir une logique quelconque. Donnacona est intéressé. Et si ça marche, s'il revient, là, il faut se l'accaparer. Pour avoir le commerce exclusif, pour avoir la distribution, la cueillette et la distribution des biens européens à l'échelle de toute l'Amérique du Nord-Est. Il y a un plan. Il y a un plan commercial, il y a un plan de réseau avec les Français, même s'ils ne trouvent pas Jacques Cartier très, très sympathique.
Effectivement, le printemps suivant, à l'été, au début de l'été de l'année 1535, Jacques Cartier est de retour. Avec Domagaya et Taignoagny, les deux fils de Donnacona. Et ces deux fils parlent maintenant français. Ils ont eu une année d'immersion linguistique en France. Ils vont donc agir à titre d'interprète, désormais. Mais ils font beaucoup plus que ça, Domagaya et Taignoagny. Lorsqu'ils arrivent à Gaspé, qui était le point le plus éloigné que Jacques Cartier avait atteint dans son premier voyage, ils vont lui indiquer la bonne route du fleuve Hochelaga. Le fleuve qui conduit au-delà du pays Canada, parce qu'au-delà du pays Canada, il y a un autre pays qui s'appelle Hochelaga. Et ces gens appelaient le fleuve Hochelaga. Ce qu'on appelle la découverte du Saint-Laurent par Cartier, de ce que lui va appeler le fleuve Saint-Laurent, il le doit aux deux fils de Donnacona, Taignoagny et Domagaya, qui veulent retourner chez eux. Ils dirigent les bateaux de Cartier dans le fleuve Hochelaga pour aller chez eux. Alors le fleuve se rétrécit, Jacques Cartier est bien content, il pense qu'il détient le passage pour la Chine, parce que là c'est impressionnant, c'est le fleuve quand même. Là. Ils arrivent à Stadacone, et là ils découvrent les villages. Ben, de toute façon, il les a vus avant parce que ça a commencé à l'île aux Coudes. Déjà, sur la côte de Beaupré, il y a des villages. Il y en a un près des chutes Montmorency. Et là, il arrive à Stadacone, c'est un village. Ces villages ne sont pas palissadés. Les villages iroquois, parfois, sont palissadés, parfois ne le sont pas. Ça, c'est des villages ouverts, sans palissade. Les maisons longues, c'est des sédentaires. Alors, c'est des petits solides avec des écorces, puis c'est des maisonnés. Et c'est des maisons communes à plusieurs familles. Donnacona porte le nom de famille de sa mère, parce qu'il vit dans une société où la descendance est matrilinéaire. Il fait partie donc d'un clan où il y a une mère de clan. Peut-être qu'il faisait partie du clan de l'ours, lui qui avait toujours sa peau d'ours. Il vit dans un monde de femmes où les femmes ont un rôle considérable et qui ont un rôle considérable dans la politique, mais aussi dans l'agriculture. Et Cartier arrive avec les deux fils, et Donnacona est là, et bien d'autres d'ailleurs, tout le monde est là. C'est quand même un événement. Là. Les bateaux sont rendus jusqu'au pays Canada, dans les villages. Et puis, les fils débarquent. Il est à noter que Domagaya et Taignoagny ne sont pas de bonne humeur. Ils sont contents de rentrer chez eux, ça c'est sûr. Mais ils se sont pas fait amis avec les Français. C'est pas les tapes dans le dos, copain, puis on s'aime. Pas du tout. Ils parlent français, oui. Mais surtout, ils vont aller voir leur père. Ils font rapport. Et ça, c'est mystérieux. On ne sait pas trop ce que Domagaya et Taignoagny ont dit. Mais il va en résulter une attitude très prudente de la part de Donnacona et des siens.
C'est-à-dire, au fond, on peut imaginer qu'ils ont dit ceci. Les Français, c'est des cupides. Ils pensent juste à l'argent. Les Français sont dangereux. L'Europe, c'est un drôle de pays. Soyons prudents. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de produits. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de métal. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses. Et il faut leur en demander beaucoup parce qu'ils y tiennent beaucoup aux fourrures. Alors, vous voyez, contrairement à l'innocente proposition qui dit pour un miroir ou un 30 sous, ils donnaient leur femme ainsi que la pile de fourrure, tout ça est faux. Déjà, en 1535, ils sont au courant qu'ils peuvent mettre de la pression dans les négociations, demander beaucoup plus, et etc., etc. Ça donne un malentendu considérable, c'est-à-dire que Cartier n'est pas là pour le commerce et Donnacona ne veut que commercer. Et Donnacona et les siens, ils veulent avoir l'exclusivité du commerce pour tout le nord-est. Ils s'entendent pas. En fait, la chicane prend là, assez rapidement, d'autant plus que Cartier a une peur bleue d'être là. Il est insécure, il y a des villages partout, il y a des canaux partout. Et puis, de toute façon, il veut prolonger son voyage. Il veut aller en Chine. En fait, il veut déboucher sur la mer de Chine. Donnacona veut pas qu'il continue parce qu'il veut le garder. Il veut garder les Français. Et là, il va dire, allez pas à Hochelaga, c'est une bande de barbares. C'est des cousins, c'est des Iroquois comme eux, ça s'appelle Hochelaga, c'est le pays voisin du Canada. C'est bien sûr Montréal aujourd'hui. Hein. Alors, Donnacona dit, non, on va pas vous reconduire là, on va faire nos affaires ensemble, on va les informer, les gens d'Hochelaga, mais faites affaire avec nous. Pour montrer, Cartier, pour montrer à Donnacona qu'il se fait pas donner d'ordre, c'est lui qui est pilote, c'est lui qui est le patron. Il sort ses canons à partir des bateaux. Et devant tous les Iroquois de Stadacone, il tire du canon, des salves. Pouf, pouf, il tire dans les arbres. Ça fait une grosse détonation. Bien sûr, les Iroquois n'ont jamais entendu ça. Ils sont bien impressionnés. On serait impressionnés à moins. Le lendemain, Donnacona, pour montrer que lui avait de la puissance puis qu'il pouvait empêcher Cartier de bouger, il envoie ses sorciers. Et ils font une séance de sorcellerie. Et en disant, il y a des démons sur le fleuve, tu vas te faire manger tout rond, tu vas brûler, il va t'arriver des malheurs, t'en reviendras jamais. Alors, c'est intéressant parce que les deux se font des séances de sorcellerie. Dans les deux cas, chacun s'envoie ses propres messages, mais personne n'écoute. Et finalement, Jean Cartier va quitter pour aller à Hochelaga. Il va quitter sur son bateau, son fameux bateau, les Mérillons. Il va l'amener jusqu'au lac Saint-Pierre. Puis là, il va se prendre une chaloupe. Puis il va s'en aller jusqu'à Montréal. Puis là, effectivement, il rentre dans un autre pays d'Iroquois qu'il n'avait pas rencontré. Il est seul. Il n'y a pas de guide canadien du Canada, de Donnacona. Et là, il rencontre les Hochelagiens. Puis, bien sûr, il va voir cette fois-là d'autres villages, plus gros encore que Stadacone. On parle d'une 50aine de maisons. Des villages de 2000 personnes, là, 2500 personnes. Et Hochelaga, le village principal étant Hochelaga, au pied du Mont-Royal, qui mène par un beau sentier jusqu'au fleuve. Alors, il décrit le sentier avec des chênes, plusieurs fois centenaires, il y a des glands partout, c'est des forêts adultes, hein, on peut marcher, puis voir, il y a des grands pins, puis il y a des grands chênes, c'est beau. Là, on est dans le centre-ville de Montréal, hein, là où est la place Ville-Marie. Il monte sur le Mont-Royal, et il nous décrit le village iroquois, mais lui, il est palissadé. Avec des portes, puis il y a des longues maisons comme les autres. Il laisse entendre que Hochelaga, le pays d'Hochelaga, est plus fort que le Canada, mais il ne donnera pas de nom de chef ou de nom de personne. Il fait une description des champs, de blé d'Inde, il fait une description du village. Et puis il va repartir.
Et puis il revient pour voir Donnacona. Là, Donnacona est de bien de mauvaise humeur. Il le boude. Alors là, un boude, l'autre boude. Il y a aussi de la politique qui se fait dans le pays du Canada. Il y a plusieurs chefs, puis il y a des chefs qui sont dissidents. Et un autre chef à Gona qui fait des magouilles. Ils ont de la difficulté à garder leur politique face aux Français. Mais peu importe. Les Français sont sur leur garde. Ils vont hiverner. Il est trop tard pour partir, ils vont hiverner. Et puis ça, c'est un hiver qui est terrible. C'est le fameux hiver qu'on nous montre dans notre histoire du Canada. Le premier hiver de Jacques Cartier avec ses hommes. Ils ont peur bleue des Iroquois de Stadacona. Ils vivent dans un bateau, ils se tiennent près des bateaux, et puis ils tombent malades. Les hommes meurent. Mais les Iroquois, eux, ne meurent pas. Cartier a tellement peur des Indiens qu'il va perdre beaucoup de temps et beaucoup d'hommes avant de réaliser qu'il y a un remède qui s'appelle l'aneda, l'écorce d'arbre, le tuya. Et ça guérit très rapidement le scorbut. Les Indiens l'utilisent, mais Cartier a peur d'être empoisonné. Alors, il accepte rien des Indiens. En fait, il les voit, les Iroquois, là, comme des ennemis. Il s'attend à se faire tuer tout le temps. Il s'attend tout l'hiver à se faire tuer, drôle d'hiver. Mais finalement, après bien des morts et bien des misères, oui, finalement, il va accepter le remède. Durant cet hiver, malgré tout, il y a des réunions avec Donnacona, et Donnacona lui explique. Il a compris, au fond, Donnacona a compris ce que les Français cherchaient. Ils cherchent à quoi fonctionnent les Français ou les Européens. Ils fonctionnent à la chimère, à l'or et à l'argent. Et aux richesses. Et pour eux, et les richesses, c'est l'or et l'argent. Alors, il invente, pour garder l'intérêt de Cartier, pour dire à Cartier, c'est avec moi que tu dois faire affaire, regarde, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. C'est Donnacona qui parle. Et j'ai été dans des contrées lointaines au-delà d'Hochelaga. Au-delà d'Hochelaga. Et là, ça veut dire au-delà de Montréal. Alors, on pense dans la région générale inconnue à l'époque par les Européens des Grands Lacs, le Haut-Mississippi, autour du Missouri, dans ces places-là. Là, j'étais très très loin. Et nous, et moi, j'ai vu le Sagana. Le fameux Sagana. Et là, il décrit le Sagana, puis ça, c'est passionnant. Un pays où il y a de l'or partout. T'as juste à te pencher, tu vas ramasser de l'or. Un pays où les gens, il y a des hommes blancs, habillés avec des tissus particuliers, très fins, comme de la soie, des choses comme ça. Il décrit, en fait, il dit aux Français ce que les Français veulent entendre. Regarde, Donnacona est intelligent, il y a eu 1 an là, pour réfléchir, il y a eu ses fils qui lui ont tout donné. Si tu leur dis ça, tu vas les séduire. Alors, il parle d'un royaume très très riche avec des hommes volants, imaginez-vous. Avec des ailes, des chauves-souris. Mais ils volent pas beaucoup. Juste d'une branche, ils peuvent partir du sol pour aller une branche d'un arbre. Puis ensuite, ils redescendent. Il y a des chauves-souris qui volent pas beaucoup. Il parle de gens, de petits nains, des pygmées, qui ne vivent que 8 ans, qui se reproduisent à 4 ans puis qui meurent après 8 ans. Mais il y a de l'or partout, et c'est l'or, et ça s'appelle le royaume du Sagana. Et là, Cartier est convaincu qu'il est sur la piste de quelque chose de grandiose, qui est le royaume du Sagana. Traîtreusement, à la fin de l'hiver, son idée est faite. Il veut ramener Donnacona en France pour que Donnacona parle aux spécialistes et notamment au roi, pour intéresser le roi, pour que les voyages continuent et qu'on cherche et qu'on trouve le Sagana. Alors l'événement, c'est qu'il fait venir pour une réunion, puis là, Donnacona se méfie, mais bang, il embarque, kidnappe Donnacona au printemps.
Encore une fois, pas chanceux, les deux fils, qui se trouvaient avec leur père, Domagaya Tagnoani, qui a déjà été kidnappé pendant un an, se font re-kidnapper, il ne devait pas être de bonne humeur, ainsi que 7 autres Iroquois stadaconéens canadiens, dont des enfants. Il embarque 10 stadaconéens et il s'en va. Au grand désespoir des stadaconéens qui restent. Mais peu importe. Il s'en va en France. Là, Donnacona, on est en 1536, Donnacona débarque. Il a entendu parler par ses fils, mais il faut imaginer que cet homme-là débarque en France. Il va faire impression. On va l'appeler le roi du... Ce qui n'est pas rien quand même. Il n'est pas roi du Canada du tout, mais c'est dans l'esprit et la compréhension européenne française de la chose. C'est un des nombreux chefs du Canada. Il débarque et là, on va l'interviewer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce témoignage, ou ce qu'on peut reconstituer de Domagaya Tagnoani et leur père Donnacona, leur vision de l'Europe était pas extraordinaire. Ils n'ont pas eu un jugement, ils n'ont pas débarqué en disant fantastique. Au fond, ils devaient être très angoissés, très inquiets aussi. Ça s'appelle s'en aller sur une autre planète, aussi inquiets que Jacques Cartier quand il marchait dans les sentiers du Canada. Mais c'est surtout qu'ils ont un certain mépris pour la France. Ils trouvent les gens très excités, la France très inégale, beaucoup de pauvres, l'argent fait foi de tout. Il y a beaucoup de despotisme. Il n'est pas impressionné. Mais il est prisonnier, mais il est traité comme une personne intéressante quand même. Interrogé, il va répéter l'histoire sur le Sagana. Et le père Thévet va prendre tout ça en note, mais plus que ça, on va l'amener à la cour, chez François Ier. Et il va devenir un familier de François Ier qui va le voir à plusieurs reprises. Alors le roi de France est très intéressé et dans son agenda, régulièrement, discute avec le chef, avec Donnacona. Et Donnacona, lui, il parle au roi, il répète ses histoires. Puis le roi est tellement impressionné qu'il fait venir un pilote espagnol qui travaille pour le compte du roi de France, qui est un ami de François Ier, Legarto. Le roi le consulte pour savoir il est où ce Sagana-là? Cet Espagnol essaie d'interpréter tout ça. Et là, il y a même Rabelais. Rabelais va rencontrer Donnacona. Alors Donnacona rencontre des grands personnages. Il est à la cour de France, il rencontre Rabelais, il rencontre des gens, puis il raconte toujours la même chose. J'ai beaucoup voyagé. Il y a des richesses inouïes en Amérique, dont ce grand pays rempli d'or et d'argent, et de 1000 merveilles qui s'appelle le Sagana. Lui, il continue sa politique. Il croit encore que c'est possible d'abord de revenir chez eux, et puis de revenir chez eux avec la puissance et le pouvoir de pouvoir garder les Français en relation exclusive avec le Canada. Et pour qu'on les conduise au Sagana, pour qu'on fasse du commerce, etc., etc. Maintenant, Donnacona va avoir un impact considérable en Europe, tout simplement parce que, d'abord, c'est le temps des grandes explorations. C'est aussi la grande époque espagnole en Amérique du Sud. On est à l'époque des conquistadors. Imaginez, on est en 1535, là, on a parlé, là, Pizarro a tué Atahualpa, le Mexique, Tenochtitlan a été démoli, on a vidé l'or du Mexique des Aztèques, on a vidé le trésor Inca, on cherche de l'or partout, et il reste, pour les Espagnols, il y a 2 autres endroits qu'il faut trouver absolument, on va le chercher partout. En Amérique du Sud, on cherche l'Eldorado. Là, on a trouvé beaucoup d'or chez les Incas, mais on va en trouver beaucoup plus à l'Eldorado. Et l'autre, Cibola. C'est une légende européenne. Ça, c'est les 7 cités d'or. Là où les toits sont en or et les rues sont en or. Cibola. Cibola qui, à l'époque, on va finir par situer dans la région générale du nord du Mexique. Et le 3e royaume, imaginez, Eldorado, Amérique du Sud, au nord du Mexique, Cibola, et là se rajoute Sagana, au nord de Cibola. Sagana, qui est aussi riche. Alors, vous voyez les 3 grandes chimères, Eldorado, Cibola et Sagana.
Sagana à cause de Donnacona qui racontait ses histoires pour exciter les Français. Maintenant, cette information va parvenir à la cour du roi d'Espagne, Charles Quint. Tout simplement parce que le Garteau était un agent double. C'était un espion. Alors, il était avec les Français, mais lui, c'est un agent double. Alors, il écrit des lettres aux Espagnols pour leur dire « Les Français sont sur la piste d'un troisième royaume, Sagana. » Et il y a de l'information sur tous ces royaumes. Alors là, l'Espagne est très intéressée et l'Espagne, suite aux informations de Donnacona, qui sont répétées constamment en Europe et qui parviennent à la cour d'Espagne, déclenche son opération Conquistador vers le nord. Non plus vers l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. On envoie des conquistadors, on envoie les Espagnols vers le nord. Et là, ils vont aller au Texas, ils vont découvrir le Grand Canyon, ils vont aller sur le Mississippi, ils cherchent Cibola, et au-delà, ils cherchent Sagana. Ils sont des expéditions conquistadors où les Espagnols vont perdre ou vont payer un prix énorme puisque tous ces conquistadors seront assassinés, se perdront dans la vastitude américaine et pour une fois ne gagneront pas. Et vont se faire massacrer par les Indiens. Mais quand même, ils essaient désespérément de monter vers le nord pour trouver Sagana et Cibola. Donnacona, lui, il attend toujours de revenir chez lui, mais Jacques Cartier ne revient pas. On est en 1537, 1538. Jacques Cartier ne revient pas au Canada. Et des 10 Iroquois stadaconéens canadiens que Jacques Cartier a kidnappés en 1535 et a ramenés, ils vont tous mourir, un après l'autre, des maladies européennes. Sauf un, qui est en fait une, c'est la petite fille, qui était toute jeune. La petite fille va survivre. Et on ne connaît pas son destin. Mais les 9 autres, le petit garçon, les jeunes, Domalia, Tagnoagny, et surtout Donnacona, qui meurt en 1539 de maladie. Donc ne reviendra jamais en son pays. Donnacona meurt en 1539 et on a une information où Rabelais, dans son Pantagruel, va dire qu'il a été, ce sauvage éminent du Canada, a été enterré sous les pavés d'une rue à Paris, dans le vieux Paris. Et on appelait ça la rue des Andouilles, qui est une sorte de fosse commune parce qu'on appelait les sauvages d'Amérique, les Français les appelaient les Andouilles. Ben, ils en avaient le mépris. Donnacona a donc vécu de 1480 jusqu'en 1539. Il a dû mourir autour de 60 ans. Il a créé un mouvement considérable en Europe pour ceux qui regardent les explorations. Il va suffisamment convaincre les Français pour que les Français entreprennent une vraie expédition de colonisation. En 1541, 2 ans après sa mort, Jacques Cartier reçoit la commission de fonder une colonie pour établir une tête de pont qui sera nommée Charlesbourg-Royal, qui est Cap-Rouge aujourd'hui, afin de se mettre sur la voie pour la découverte du Sagana. Et ça va être l'expédition de Jacques Cartier-Roberval. Cet hiver-là va être un hiver catastrophique. Jacques Cartier va encore voyager, va aller voir les rapides de la Chine, il se promène, mais il passe l'hiver. L'hiver est encore très, très rigoureux. Ça marche pas pour les Français. Ils sont malades. Mais là, pire, là, c'est vrai, les Canadiens les attaquent.
c'est la guerre, c'est l'état de guerre entre les Iroquois et les Français. Ils vengeaient Donnacona. Et ils vengeaient, en fait, toutes les exactions que les Français faisaient, la dureté de Jacques Cartier. Et dégoûté après l'hiver. Jacques Cartier va s'en aller. Il est vraiment dégoûté. Là, il a assez gelé. Il n'y a pas d'amis dans le pays. Il trouve pas son Sagana. Ça marche pas. Il va se sauver. Carrément se sauver. Puis il va s'en aller en France. Et il va retourner à Saint-Malo. Et Roberval, lui, va faire son année. À lui. Qui va être plus catastrophique que celle de Cartier. Ça va coûter des vies humaines. Il va pas s'entendre avec les Iroquois, mais pas du tout. Ça va très, très mal. Et ça va être l'échec total de la colonisation française. Il va revenir et les Français vont fermer les livres là-dessus. En disant c'est trop dur, puis ça donne rien, puis Sagana, on le trouve pas. C'est la déception du Sagana. Une des belles illustrations de cette déception, puis justement Jacques Cartier va en subir les conséquences, c'est qu'il va passer pour un menteur, un fabulateur, mais surtout pour un raté. Et ça va être consacré par l'expression faux comme des diamants du Canada ou faux comme les diamants de Cartier. C'est que Cartier avait rapporté en France de la pyrite de fer et du quartz en prétendant que c'était de l'or et des diamants. Et c'était faux. Il s'est avéré que c'était complètement faux. Mais c'était toujours dans le contexte du grand rêve français d'un Eldorado nordique, le Sagana, où les Français auraient leur part pour piller le trésor des Amériques, c'est-à-dire trouver un puits d'or au nord, et c'était ce fameux Sagana, situé à l'ouest d'Hochelaga. Et vous savez que Sagana va finir par s'établir dans le Saguenay. C'était pas le Pérou. L'histoire de Donnacona est l'histoire d'un échec. D'un double échec, en fait. C'est l'échec de Donnacona lui-même, mais aussi l'échec de Jacques Cartier. Ils ont comme dansé, ils se sont empoignés ensemble dans l'histoire, et ils se sont coulés l'un l'autre avec leurs chimères. D'un côté, malentendu profond, Donnacona avait cru qu'il pouvait, à partir de Stadacona imaginé, ou à partir du Canada, contrôler tout le commerce, tous les échanges, contrôler les biens, et prendre le contrôle des biens européens pour toute l'Amérique du Nord-Est. D'un autre côté, Jacques Cartier, lui, croyait qu'il était au pied de la Chine. D'ailleurs, il y a une ville qui s'appelle la Chine, exactement pour ça. Il se croyait aux portes du Sagana. Il se croyait presque en Tartarie, la mer de Chine. Imaginez-vous, là, que tout le monde était perdu là-dedans. Malheureux Donnacona qui sera traité d'andouille comme les autres, indignement enterré, et par la suite oublié par l'historiographie, par les historiens, pour devenir le sauvage, un sauvage parmi tant d'autres sauvages, un naïf méprisable qui courbe l'échine, qui se penche d'émerveillement devant la grandeur de Jacques Cartier. Quant à Jacques Cartier, il n'aura pas de son vivant la gloire des grands découvreurs et des grands explorateurs. Va se retirer sur ses terres. Apparemment, va vivre le restant de ses jours en procès et en poursuite. Et la France, surtout, va l'ignorer. La France et les Français vont ignorer Cartier. Il sera réhabilité plus tard par les historiens canadiens-français. Mais la France elle-même ne va pas retenir beaucoup de Cartier, qui va mourir de la peste. Parmi les remarquables oubliés, Donnacona est très très grand, et c'est peut-être le premier. Après la mort de Donnacona en 1539, Copernic publie son traité de géographie. On sait maintenant que la Terre tourne autour du Soleil. La France, déçue du Canada, tente de s'implanter ailleurs, en Amérique. Les Espagnols atteignent les côtes de la Californie, Valdivia conquiert une partie du Chili et fonde Santiago. Le conquistador des Soto explore l'ouest du Mississippi à la recherche de Cibola et du Sagana.
l'historien espagnol Las Casas publie le très bref récit de la ruine des Indiens, une protestation contre la barbarie des Espagnols en Amérique. Et les Algonquiens entreprennent de chasser les Iroquois du Canada et de Hochelaga et de les refouler hors de la vallée du Saint-Laurent. Serge Bouchard racontait à sa manière Donnacona et son époque, s'inspirant entre autres des relations de Jacques Cartier, du texte de Marcel Trudel dans le Dictionnaire biographique du Canada, de la littérature ethnographique concernant les Iroquois et des textes de Marius Barbeau, Léopold Desrosiers et de l'ouvrage History of Newfoundland de Prowse. Ont collaboré à cette émission les techniciens Daniel Labrosse, Alain Boissonneau, Christian Etu et Réjeanne Leblanc au montage et mixage sonore. À la synthèse et au conte historique, Serge Bouchard, choix, texture musicale et réalisation, Rachel Verdon.